Je vais rapidement quand même présenter mes sponsors. Donc l'INSERM, où j'ai fait cette recherche postdoctorale, puisqu'il s'agissait d'un postdoctorat, SIDAction qui a financé le postdoctorat et la NRS qui a financé l'enquête VESPA 2. Et l'Université de Strasbourg qui est mon employeur actuellement, quand même, c'est important de le rappeler. Voilà, donc même si c'est une session VIH, je ne vais pas beaucoup vous parler de VIH, je vais surtout vous parler de discrimination. Mais pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux discriminations dans le champ du VIH ? Je vous rappellerai que l'épidémie de VIH-Sida, elle est concentrée dès le début de l'épidémie, c'est-à-dire au début des années 80, dans des groupes sociaux antérieurement stigmatisés, les homosexuels masculins, les usagers, les usagères de drogue, les immigrés, hommes et femmes d'Afrique subsaharienne, pour les groupes les plus concernés. Donc de ce fait, les personnes séropositives sont exposées à différentes discriminations. Et il faut bien avoir en tête que certes, elles sont exposées à la sérophobie, mais il y a aussi d'autres situations discriminatoires qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit le racisme ou l'homophobie, pour ne citer que cela. Et dans le même temps, du fait de cette concentration de l'épidémie dans des groupes stigmatisés, la littérature scientifique sur les discriminations a été très importante dès les débuts de l'épidémie. Très importante, mais sur lesquelles on pourrait quand même émettre 2 ou 3 critiques, sinon c'est pas intéressant, et ça permettra en plus de situer mon approche par rapport à cet ensemble de travaux. Je précise que c'est une littérature principalement anglo-saxonne. Donc ce qu'on peut noter dans cette littérature, c'est d'une part qu'elle est vraiment focalisée sur le stigmate lié à la séropositivité, comme si les personnes séropositives n'étaient que séropositives. Or bien sûr, il s'agit de femmes, d'hommes, d'homos, d'hétéros, de migrants, de non-migrants, d'usagers de drogue ou non. C'est vraiment important à avoir en tête. Donc cette littérature, elle est vraiment focalisée sur la séropositivité. Elle est souvent assez décontextualisée. Les discriminations se vivent dans le ciel des idées. Alors elles se vivent dans des situations, des contextes spécifiques. Et donc c'est vraiment ces éléments qu'il faut avoir en tête. Et ça permet de comprendre l'approche qu'on propose. Donc les discriminations vécues par les personnes séropositives constituent une expression à l'échelle individuelle de rapports sociaux inégalitaires et de leur intersection. Rapport de genre, certes, mais aussi rapport de race, rapport de classe et rapport de sexualité. Et donc on propose une approche structurelle des discriminations qui tient compte à la fois des contextes sociaux spécifiques dans lesquels sont vécues les discriminations, donc c'est vraiment important de contextualiser ces expériences, des positions sociales qui expriment des rapports de pouvoir, c'est ce que je disais, les personnes séropositives ne sont pas que séropositives, et des différents motifs de discrimination qui permettent justement d'aller au-delà de la question de la sérophobie. Je vais être très rapide sur l'enquête. Donc il s'agit de l'enquête ANRS VESPA 2011 qui, comme son nom l'indique, a été menée en 2011. Et ce qui est important, s'il faut retenir une chose, c'est que c'est une enquête nationale représentative de la population vivant avec le VIH et suivie à l'hôpital en France métropolitaine, c'est-à-dire que les résultats que je vais vous présenter peuvent être extrapolés à l'ensemble de la population séropositive, suivie à l'hôpital, qui à l'époque de l'enquête c'était à peu près 95%. Donc le questionnaire a été mené en face à face et il porte bien sûr sur la santé, mais avec vraiment beaucoup d'importance attachée aux conditions de vie. Et dans le cadre de ces questions, il y a des questions sur les discriminations. Et ça a permis d'interroger 3022 personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc voilà, ça c'était pour pas vous assommer de méthodo, mais avoir 1 ou 2 éléments qui vous permettent de suivre ce que je vais vous présenter par la suite. Alors, je ne vais pas revenir sur les différentes manières de mesurer les discriminations, parce que je n'ai pas le temps. Ce qui me paraît important de noter, c'est que c'est une approche indirecte et contextualisée des discriminations. Indirecte, ça veut dire que le terme de discrimination n'est jamais cité. Ça, c'est l'apport des enquêtes sur les violences, en particulier, qui ont permis de montrer qu'il était il était préférable de circonscrire un événement a posteriori, enfin un concept a posteriori, en se fondant sur un ensemble d'indicateurs. Et donc c'est l'approche qui a été suivie dans cette enquête. Alors rendons à César ce qui est à César, c'est absolument pas moi qui ai fait ça. Moi je suis arrivée une fois que cette très belle enquête avait été faite et qu'ils avaient très bien fait le boulot sur bien poser les bonnes questions qui permettaient de construire les indicateurs. Mais c'est quand même important à souligner. Et donc le terme de discrimination n'est jamais cité. Et par ailleurs, c'est une approche contextualisée des discriminations, c'est-à-dire que c'est au cours des 2 dernières années. Donc c'est un pas de temps assez court, donc ça permet aussi de comprendre les résultats ensuite.
dans un ensemble de contextes. Ce n'est pas tous les contextes. On n'a pas le logement, par exemple, mais vous voyez qu'il y a la sphère des soins, du travail, de la recherche d'emploi. La famille, les services publics et les loisirs. La famille, c'est assez novateur dans les enquêtes sur les discriminations, parce qu'en général, c'est une sphère qui n'est pas investiguée. Et on verra que c'est assez intéressant de s'intéresser à cette sphère-là. Et les motifs, qui sont ceux qu'on retrouve dans les enquêtes sur les discriminations. L'origine, la nationalité, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, la séropositivité, l'usage d'alcool, l'usage de drogue, la manière de s'habiller, la réputation du quartier et le fait d'être à la CMU ou à la ME. Et d'ailleurs, rendons à César ce qui est à César, c'est très inspiré de l'enquête Trajectoire et Origine menée par l'INED en collaboration avec l'INSEE en 2008. Donc il y a vraiment eu, c'est pas exactement les mêmes questions, c'est pas comparable, mais on peut mettre ces résultats en perspective avec les résultats de l'enquête Théo. Alors là, je suis obligée de faire un petit point méthodo sur les groupes socio-épidémiologiques. Quand j'ai commencé à travailler sur l'enquête, je trouvais que ces groupes étaient vraiment nuls. Et donc j'ai voulu faire beaucoup mieux. J'ai pas réussi, donc j'ai repris les groupes parce que je me suis rendu compte que en fait, ça fonctionnait assez bien, et en particulier sur les discriminations. Donc comme toute catégorisation, qu'elle soit sociologique ou épidémiologique, elles ont des limites, mais elles ont aussi un intérêt pour travailler sur les questions qu'on se pose. Donc et je vous les présente aussi parce qu'après je vais utiliser des sigles incompréhensibles, donc comme ça vous les aurez vus une fois, donc vous n'aurez pas d'excuses si vous n'arrivez pas à suivre. Donc il y a d'abord les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les HSH, qui est très difficile à prononcer, mais bon, je vais essayer de m'en sortir. Les hommes et les femmes usagers de drogue par injection, c'est les UDI. Les hommes et les femmes migrants d'Afrique subsaharienne, c'est ASS. Et les hommes hétérosexuels non africains et les femmes africaines, c'est le fameux autre groupe dont on ne sait pas très bien qui y a dedans. Puisque si on sait qu'il y a dedans, c'est une catégorie construite par défaut et par exclusion de toutes les autres. Alors vous allez me dire, mais on peut être un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes, également être injecteur de drogue et être d'Afrique subsaharienne. Alors ça fait beaucoup pour une même personne, mais c'est possible. Ce sont des catégories exclusives, ce qui veut dire que c'est la catégorie HSH qui finalement fait remonter les autres caractéristiques, donc quel que soit le pays de naissance, et y compris les usagers de drogue injectables. Quand on arrive sur les UDI, donc c'est à l'exception des HSH, et les hommes et femmes migrants d'Afrique subsaharienne, ce qu'il faut retenir là, c'est que c'est quelle que soit la nationalité actuelle, donc c'est les étrangers, mais aussi les Français par acquisition. Donc c'est pas le critère de nationalité, mais vraiment celui de pays de naissance qui a été retenu. Et ensuite, on a les hommes hétérosexuels non africains et les femmes non africaines qui ont été principalement infectées par rapport hétérosexuel. Oui. 5 minutes ? 6. Ok. Je savais bien que c'était dramatique. Alors, donc je ne vais pas tout vous présenter. Ce qu'on peut voir là, c'est qui rapporte des discriminations au cours des 2 dernières années. Et s'il faut retenir 2 choses, c'est le gradient entre déjà les femmes qui rapportent plus de discrimination que les hommes, et on peut opposer les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne aux hommes hétérosexuels non africains. En haut, en bas, il y a un rapport de 1 à 3 entre ces 2 groupes. On peut se dire, oui, mais là, c'est tous les motifs, et les pauvres hommes hétérosexuels non africains sont a priori pas concernés par l'homophobie, ni par le sexisme, ni par le racisme. Regardons ce qui se passe pour la sérophobie, c'est bien sûr moins, mais on retrouve la même hiérarchie, plus ou moins, des discriminations. Sur les motifs, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le principal motif déclaré, c'est la sérophobie, suivi de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle et de l'origine ou de la nationalité, et le sexe, très peu cité, alors qu'on a vu que les femmes rapportaient beaucoup plus de discrimination que les hommes, toutes les femmes, tous les groupes de femmes. Et donc ça, c'est un résultat qui interroge sur les motifs auxquels les femmes rapportent les discriminations. Là, ce que je vais vous présenter donc très rapidement, c'est les discriminations par sphère. Donc là, c'est des analyses multivariées, c'est-à-dire qu'on regarde toutes choses égales par ailleurs. Bien sûr, les différents groupes n'ont pas les mêmes caractéristiques et il faut tenir compte de ça pour essayer de comparer les niveaux de discrimination. Donc c'est ce que j'ai écrit en bas, c'est ajusté sur l'âge, le niveau d'études et le statut d'emploi. Notre catégorie de référence, c'est les hommes hétérosexuels non africains, c'est les moins exposés aux discriminations. Et donc c'est en fonction d'eux qu'on va comparer les probabilités de déclarer des discriminations. Donc dans les soins, ce sont les femmes. Dans la famille, toujours les femmes, mais également les minorités masculines que sont les HSH et les hommes IBI.
ce qui renvoie à leur position dans la famille et qui renvoie surtout à la position dominante des hommes hétérosexuels dans la famille, donc qu'ils soient ou non africains. Dans le travail, toujours les femmes, et là, en revanche, c'est plus les usagers de drogue, parce qu'en fait, ils travaillent pas beaucoup, donc il n'y en a pas assez pour qu'ils ressortent dans les analyses, et là ressortent les hommes immigrés d'Afrique subsaharienne, et toujours les HSH, donc qui renvoient aux discriminations racistes et homophobes. Et dans la recherche d'emploi, les femmes, le seul groupe qui ressort, c'est les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne, donc vous voyez, elles font carton plein sur l'ensemble des sphères étudiées. Donc juste pour finir sur cet ensemble de discrimination, ce qu'on voit, c'est que les femmes, elles sont concernées, sont plus exposées dans toutes les sphères, même en tenant compte de leurs autres caractéristiques sociales, et que les minorités masculines, que sont les hommes usagers de drogue, les hommes homosexuels ou les immigrés d'Afrique subsaharienne, vont rapporter selon les sphères, vont être plus ou moins concernés selon les sphères. Donc il y a une spécialisation des discriminations selon les sphères. Et je me suis tellement dépêchée que j'arrive à ma conclusion. C'est parfait. Donc je vais pouvoir prendre du temps sur la conclusion discussion. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y avait vraiment que la hiérarchie des discriminations envers les personnes séropositives, elle rend compte de l'articulation des rapports de domination dans lesquels le genre s'articule avec d'autres rapports sociaux de pouvoir. Et il semblerait donc que les personnes ne racontent pas n'importe quoi, et puisque ce qu'on observe rend compte de ce qu'on sait des positions sociales respectives des uns et des autres, des unes et des autres dans la société française. Ressort à la fois l'opposition très nette entre les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne versus les hommes hétérosexuels non africains, et ressort également la situation à un deuxième niveau des femmes et des minorités masculines qui sont les plus exposées aux discriminations. Et ça interroge sur deux points. D'une part, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un décalage important entre la fréquence des discriminations rapportées parmi les femmes et le fait que le genre soit rarement cité comme motif. Alors, en fait, le motif que rapportent les femmes, c'est la sérophobie, qui peut être une manière, finalement, que le sexisme ne s'exprime pas directement, mais à travers la sérophobie, les femmes étant considérées comme de mauvaises femmes, des femmes déviantes. Et donc, finalement, la séropositivité permet de faire ressortir le sexisme. Et le deuxième point, sur lequel en plus pour le présenter je vais m'appuyer sur des résultats que je n'ai pas présentés, mais bon c'est pas grave, c'est que ces résultats invitent aussi à questionner l'opposition traditionnelle entre sphère publique et sphère privée. À ma connaissance, il y a très peu d'enquêtes, voire pas d'enquêtes, qui posent des questions sur les discriminations dans la sphère privée, en l'occurrence la famille. On voit qu'il y a une personne sur 10 qui rapporte des discriminations dans la famille, donc c'est pas une sphère protégée. C'est également ce qu'ont montré les travaux sur les violences. Et par ailleurs, on a vu dans les résultats que les personnes éloignées de la situation d'emploi, les personnes qui ne travaillent pas, rapportent plus de discrimination dans la sphère des soins et dans la famille. Donc, ce qui, pour moi, vraiment invite à élargir la question des discriminations à la sphère privée et pas à se concentrer sur les sphères dites publiques et en particulier les sphères marchandes. Je vous remercie.